Nous sommes là. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première leçon de mode en live. Euh, c'est un nouvel exercice pour tout le monde. Alors généralement, on a l'habitude de vous recevoir confortablement à l'Hôtel de Ville de Bruxelles et de vous accompagner ensuite euh, pour un verre de l'amitié au musée. Cette fois-ci, on ne vous voit pas, mais vous êtes très nombreux. J'espère que vous êtes bien installés. Comme d'habitude, il y aura possibilité de poser des questions à la fin de l'intervention. Les questions, vous pouvez les poser en live. Vous avez dans votre écran Zoom la possibilité de poser des questions. Donc, on a un petit modérateur derrière qui va sélectionner les questions que je lirai ensuite à Sylvie. Alors, Sylvie, elle va vous parler de la dentelle contemporaine. Elle m'expliquait avant qu'on démarre la réunion qu'en fait, la dentelle, elle y était venue par sa passion pour le tissu et son appétence pour la technicité des tissus. Et c'est vrai que la dentelle est un tissu extrêmement technique. Et elle va nous parler du développement de cette dentelle de Calais spécifiquement sur les 10 dernières années. Donc, Sylvie, la parole est à vous. Merci, j'espère que la connexion sera correcte. Voilà, la technique nous permet beaucoup de choses, mais parfois elle nous contraint aussi. Donc je remercie en tout cas le musée Mode et Dentelle de Bruxelles qui a mis en place déjà ce format de leçons de mode. Moi-même, je les écoute en podcast, donc je suis ravie désormais de faire partie de ces donneurs de leçons, d'être donneuse de leçons, c'est assez ravissant. Donc j'aime beaucoup ce format qui est destiné à favoriser la connaissance de la mode au sens très large pour du grand public, mais aussi pour des spécialistes de mode. Donc cette 21e leçon de mode devait avoir lieu à Bruxelles le 19 mars. Malheureusement, voilà, la chose a été annulée. Mais de déception, faisons rebond. Voilà, la force de l'homme et de l'humain est là. Et maintenir ce rendez-vous nous a semblé au musée Mode et Dentelle comme à moi-même un moment important, peut-être encore plus important en raison du confinement et des contraintes que cela nous impose. Donc ce rendez-vous gratuit, accessible au plus grand nombre en live, prend un sens particulièrement fort. Cette musée qui s'appelle Fashion and Lace Museum. Voilà. Donc pour ce qui est de la donneuse de leçons, moi en l'occurrence, donc je suis Sylvie Marot, je suis commissaire d'exposition indépendante, je suis auteure et la valorisation des patrimoines de mode est mon cœur de métier. Cette conférence, du coup, est une opportunité de continuer à transmettre ma passion pour les métiers d'art et les arts du textile au sens très large. Pour ce qui est de la leçon qui va vous être donnée dans cette petite heure culturelle, elle se pose sous la forme d'une question. La dentelle, une matière ultra contemporaine, point d'interrogation. À cette question au suspense insoutenable, évidemment, je vous réponds sans tergiverser très longtemps. La réponse est oui, voilà. Donc vous avez la réponse et on peut terminer là. Non, je blague. On va expliciter un petit peu la chose. Donc un grand oui, bien sûr. La dentelle est une étoffe ô combien contemporaine. Nous verrons combien les créateurs de mode voient en cette étoffe, à l'héritage technique et culturel extrêmement riche, un objet et plus encore un sujet de créativité. C'est précisément le sujet qui a été choisi, ou en tout cas le sujet des deux expositions que j'ai curatées, dont je vous montre les deux affiches. Donc à gauche, droite-gauche, à gauche, Haute Dentelle, qui a été une exposition créée à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais, donc en France, en 2018, à leur initiative,
Et d'ailleurs, je les remercie grandement de cette invitation qui, pour moi, était un petit peu étonnant. Je suis une contemporanéiste, donc évidemment, la mode contemporaine m'intéresse, mais je vous avoue que faire une exposition sur la dentelle comme sujet me paraissait complexe. On y reviendra. Cette exposition, au vu de son grand succès, est adaptée, je devrais dire, au présent, au Textile Museum de Tilburg, aux Pays-Bas. L'exposition est, comme vous vous en doutez, fermée en ce moment, mais on ne désespère pas on espère plutôt une réouverture pour l'été. On vous tiendra au courant via les réseaux sociaux. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas au milieu de votre écran. Donc, je tâcherai d'y répondre peut-être un peu en cours de route si la technique nous le permet, et sinon, dans tous les cas, on se retrouve à la fin pour compulser vos questions. Donc ces deux expositions, en tout cas la première et son adaptation, fixent finalement les usages de la dentelle dans ce que l'on appellera un domaine d'excellence en matière de mode, à savoir d'un côté la haute couture et de l'autre côté le prêt-à-porter de luxe. Chaque vêtement qui a été choisi pour composer cette exposition marque un point de fusion entre le meilleur de la main et le meilleur de la machine. Et je reviendrai justement sur ces notions de main et de machine. Chaque vêtement, d'une certaine façon, chaque robe, puisqu'on est essentiellement dans le domaine du féminin, parce qu'on parle aussi de la haute couture, et que la haute couture est un domaine quasiment réservé exclusivement au féminin. Mais on verra que la dentelle n'est pas que l'apanage du féminin, heureusement. Mais en tout cas, voilà, chaque robe se veut un hommage à cette matière d'exception qui nous est familière tout autant qu'elle nous est méconnue. Et plus encore, c'est un hommage aux hommes et aux femmes qui la font et qui peut-être plus encore la défont. Donc, on est sur un corpus de recherche extrêmement restreint, ce que j'appelle corpus de recherche, c'est-à-dire le champ de recherche sur lequel on va se baser. Donc, j'ai souhaité faire quelque chose de ultra contemporain, c'est-à-dire ces 10 dernières années, faire une sorte d'ici et de maintenant, comme une photographie en fait de la création, avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. En tout cas, la sélection des pièces qui aura été faite va souligner les relations entre les maisons de mode que vous connaissez tous, Chanel, Vuitton, Dior, etc., et les maisons, les manufactures qui font ces dentelles et que vous ne connaissez pas, ou en tout cas probablement moins. En tout cas, ces relations dans le temps, mais aussi dans le style, bien sûr, vont montrer des histoires, tantôt de longue date, des histoires d'amour, des histoires éternelles, ce qui est le cas de Chanel, par exemple, de la maison Chanel, ou des matières qui va être là juste le temps d'une collection. De cette rencontre, finalement, de ces rencontres, plutôt, j'allais dire, entre déjà la dentelle d'une part et les hommes et les femmes qui la font, il y a eu beaucoup d'échanges, bien sûr, des grandes rencontres très profondes, parfois philosophiques même, sur la vie, sur ce qu'est la vie parfois. Donc la dentelle nous amène à beaucoup de choses. Il en résulte un catalogue d'expositions et peut-être que par ce temps de confinement, vous serez amené à le feuilleter. L'autre question sous-tendue par cette exposition, en tout cas par cette première question, la dentelle, une matière ultra contemporaine, serait mais qui inspire qui? C'est-à-dire d'où vient l'inspiration? D'où vient la créativité? Et en posant cette question, qui inspire qui? On va découvrir des notions qui sont liées mais qui sont indépendantes parfois. Les notions de collection, les notions de nouveauté, les notions de création, d'exclusivité, de recherche et de développement, de R&D,
comme on dit. Donc, ces notions sont difficiles, bien sûr, à expliquer. C'est quoi la dentelle de Calais, mais en fait, quoi la différence avec la dentelle du Puy, je comprends rien, j'y connais rien. Et déjà, de tous les textiles, le seul à être d'origine européenne. Et on peut en être Flandre et dans le nord de l'Italie, et puis par exemple un statut Et quant à la dentelle de Calais, en tout cas celle qu'on appelle la dentelle Puy, à Caudry, mais aussi à Lyon. Ne sont pas extrêmement sophistiqués.
mais pas que. On y tricoter cette fois. Donc si je fais un résumé, on a d'abord une dentelle à la main, ensuite une dentelle tissée mécaniquement, et plus récemment, depuis les années 50, une dentelle tricotée. Donc de nouveau, et ils sont une concurrence certaine à la fameuse dentelle Leavers, tissée sur métier Leavers. Aujourd'hui, cette dentelle tricotée est majoritairement produite en Asie, intégralement, c'est comme ça. La dentelle est faite de vide et de plein, et les choses aussi sont faites de vide et de plein. Aujourd'hui, pour ce qui est de manufacture, contre 10 fois plus en 1950, on trouve aussi certains de ces métiers dans les musées, donc notamment au musée. Reproduction d'un métier. À mesure de la présentation, et que peut-être on n'aura pas le temps, vous pourrez les voir sur ma chaîne. Donc, ce que vous voyez en premier plan, c'est le jacquard, que vous voyez là, je vous le montre comme ça. C'est le de dentelle. Terme poli. Il peut se confondre avec d'autres typologies, à savoir la broderie, par exemple, la guipure ou des effets dentelle. Et tout qui se trouvait n'est pas une dentelle. Donc en tout cas, pour chasser dentelle géométrique, si vous le découpez, ça va
bien sûr, et surtout à qui d'ailleurs je rends un peu hommage, en tout cas. Par exemple, des commandes. Airpun, quand j'ai commencé à faire mes recherches des maisons privilégiées, on a dit que la déclinaison, c'est-à-dire déclinant. Et c'est un peu sur la photo du milieu, vous voyez la complexité de cette et découpée au laser. Donc ce jeu de glace, on ne se dit pas à aucun moment
arrive. Et le mystère aussi de la dentelle, c'est que vous prenez un même motif, par exemple, vous changez la couleur, vous changez la contexture, c'est-à-dire la composition des posez la question au dentelier, mais c'est de la création. Retravailler, par exemple, parce que le tricot, vous le savez, vous avez tous des pulls existants. Collection haute couture 2016-2017. Et en fait, ce qui est intéressant ici, l'utilise. Et la maison Gauthier va elle-même teindre sa dentelle pour l'accommoder en fonction de ses desiderata. Alors pour les fans de Madonna, il y a notamment une grande tenue du Confession Tour, je crois, où on voit Madonna avec cette dentelle teintée de noir. Il faut savoir aussi que la dentelle, souvent quand on pense dentelle, on pense couleur. Oui, c'est vrai que la dentelle est couleur, ça c'est sûr. Mais la dentelle, quand elle est tricotée, oh là là, non, je ne dois pas dire ça, sinon on va me jeter des cailloux. Quand la dentelle est tissée sur le métier d'hiver, la dentelle n'a pas de couleur. L'opération de teinture est une opération primordiale pour la rendre évidemment on est sur une dentelle, là pour le coup florale, qui répond probablement à vos idées préconçues de la dentelle. Ici, donc c'est une dentelle qui a été créée en 1996, qui est une dentelle assez lourde, on pourrait dire, épaisse, lourde au sens matériel, hein, c'est-à-dire qu'elle pèse son poids. Là où c'est intéressant, c'est que toute la partie de la dentelle est utilisée. Donc là, vous le voyez sur la robe de gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer donc la dentelle dans sa largeur, dans son lait, et on va utiliser toute la partie, à savoir aussi la partie basse que vous voyez. Mince, le mot m'échappe maintenant.
Bon, j'ai un trou, ça va revenir, c'est pas grave. Ah, bon, impossible de retrouver le mot, c'est un truc incroyable. Bon, ça va revenir, écoutez. L'écaille, voilà, oh, vraiment, tête de linotte. Donc l'écaille, c'est la partie que vous voyez en bas de la dentelle. Vous voyez aussi des fils qui pendent d'une certaine façon de l'écaille. Ce sont des déchets qui sont destinés normalement à être coupés, mais qui peuvent très bien être utilisés. Le créateur fait ce qu'il veut, après tout. Lui, on lui vend une dentelle qui fait 4 mètres. S'il veut n'en utiliser qu'1 centimètre, il n'en fait qu'1 centimètre. S'il veut utiliser tout, il utilise tout. Et au contraire, ça peut même devenir un objet de création. Je m'attarde ensuite sur la seconde robe, qui est toujours une robe de Ferretti. Ici, avec, je me suis trompée, pardon, c'est pas Noyon, c'est Méry, autant pour moi. Donc là, on est sur 2 dentelles de la maison Méry. Une petite dentelle, un petit ruban de dentelle à point d'esprit presque, et une autre dentelle à poids, pour le coup, plus gros. Je profite aussi pour vous dire ici que, évidemment, la dentelle peut se penser dans différents formats. À savoir, elle peut être aussi bien large de 2 cm, comme un ruban, que de 2 mètres. Donc la dentelle va s'exprimer en fonction de la place qu'on va lui accorder de façon extrêmement différente. Le motif, lui, va se répéter à l'envi. Et vous voyez bien ici, sur la photo d'exposition, où vous voyez au niveau de la ceinture, on a une dentelle avec un seul point. C'est la même dentelle, techniquement parlant, que le dessin que je vous montre au centre. Si ce n'est que dans une première fois, on n'a qu'une seule répétition d'un point, et que dans le motif du milieu, on a 3 fois, je crois, la répétition, 4 fois la répétition, il faudrait compter 4 fois la répétition. Voilà. Donc vous avez l'écaille qui sont les bordures d'une certaine façon, et au centre le motif qui est amené à se répéter et qui va donc être plus ou moins large en fonction de la volonté de la manufacture ou du créateur, en fonction de la commande qui en a été faite. En tout cas, cette dentelle permet d'être découpée, superposée à l'infini, et tout peut être utilisable, le rebut comme le motif en lui-même, le déchet, on va dire. Autre cas de figure particulier, en l'occurrence, le cas où une maison de mode, ici en l'occurrence la maison Balenciaga, qui va faire une commande, tout simplement, en partant non pas de rien, mais en tout cas en partant de quelque chose qui n'est pas une dentelle, créer son propre motif, sa propre dentelle. Donc là, vous voyez la dentelle telle qu'elle a été créée. Quand j'ai interviewé Adeline Sapin, qui est la directrice artistique de la maison Solstice, elle m'expliquait ce cas qui était quand même assez particulier. Alors, heureusement, des créations de dentelle, il y en a. Maintenant, il faut savoir que c'est évidemment alors des créations comme ça, hein, c'est-à-dire en partant de rien. Il y en a, c'est quand même assez rare, puisque évidemment, vous le comprenez aisément, la chose est plutôt coûteuse, qu'il faut à peu près 3 mois pour créer une dentelle. Et quand on vous demande et que les calendriers de collection de haute couture ne sont pas compatibles avec ces 3 mois nécessaires à la création. En général, on vous demande 2 mois avant, voilà, c'est urgent, 2 mois, je suis là, c'est pas 1 mois avant, voilà. On vous demande une dentelle spécifique. Là, le temps, évidemment, quand on est... Alors, j'ai une question qui arrive et qui est assez intéressante sur la notion du fil. Alors, on peut tout fil, pour le faire un peu en résumé, tout fil peut être utilisé. Ici, est-ce que j'ai la description? Je regarde dans mes notes. Je n'ai pas noté de cette composition-là. Mais il faut savoir que tout fil peut être tissé. Le coton, la soie, en soi, tout est faisable. Le lin aussi, voilà, enfin, tout est faisable. Bien sûr, aujourd'hui, on est quand même sur des mélanges essentiellement de compositions
polyamide et autres, ne serait-ce que parce que les colorants ne réagissent pas de la même façon sur les fils. Donc, il faut aussi la différence avec la dentelle à la main, par exemple. La dentelle à la main, on est essentiellement sur des matériaux naturels, puisque tout simplement, au XVIe siècle, il n'y avait pas de polyamide. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'avancée aussi de la dentelle, c'est vrai pour l'avancée du milieu textile, ce sont surtout des avancées de filature, des avancées de création de fibres textiles. Je reviendrai si je trouve d'autres compositions comme ça particulières. Ici, alors, comme je n'ai pas tout en tête, je vous avoue, vous pouvez trouver ces indications dans le catalogue d'exposition. Je ne voudrais pas vous pousser à l'achat, un peu quand même, bien que je ne touche rien, ça me ferait plaisir, bien sûr. Mais voilà. Alors, un truc, juste, je prends 30 secondes. Alors, attendez, hop, vous me laissez 30 secondes de résolution technique. Hop. Voilà. Je reviens à vous de suite. Alors, autre question pertinente qui arrive effectivement de cette filature, qui est, et donc, toutes les dentelles Lever sont blanches à la base. Oui et non. Elles ne sont pas blanches, parce que le blanc est une couleur. Disons qu'elles ne sont pas colorées. Elles sont plutôt grises, et voire même sales. Parce qu'en fait, sur le métier Levers, on utilise une graisse qui va pour alimenter le métier, Levers, qui ne doit pas se gripper. Donc, on utilise une graisse ou des poudres qui vont salir la dentelle. Donc, ce qu'on appelle une dentelle tombée de métier, c'est une dentelle qui va être plutôt grisâtre, blanchâtre, qui est sale, en fait. En tout cas, voilà, à première vue, comme ça, on pourrait la dire ça. Donc, l'étape de teinture, alors quand on dit teinture, c'est pas que teinture, ça veut dire aussi lavage, rinçage, on retend la dentelle pour lui donner forme. C'est pas de couleur directement sur les métiers. Il peut y avoir des brillances, puisque si on utilise un fil lurex, par exemple, vous allez avoir une brillance amenée par le fil. Donc, je reviens sur mon histoire de cette création de dentelle. Donc, Aline Sapin me dit, en fait, pour honorer cette commande, nous avions une photo d'une robe, alors qui est la robe que vous voyez là en bleu, très bleu, qui n'est pas du tout une robe dentelle, une robe en chantung, floquée noire, et qui a un motif vaguement floral. Là, je vous montre une photo qui est plutôt, on va dire, jolie. Je ne sais pas si la photo est jolie, mais en tout cas, la photo, je vous la montre dans son intégralité. Il se trouve que la photo que m'a montrée Aline Sapin est un détail, mauvais détail, en noir et blanc. Donc, ils sont partis d'une volonté d'un directeur artistique, d'une équipe créative au sein de la maison Balenciaga pour créer cette dentelle. Le résultat est donc la dentelle que je vous ai montrée précédemment. Voilà. Donc ici, avec une armure extrêmement, comment je dirais, un fond peu régulier, avec déjà des notions d'épaisseur et de plein et de vide intéressants. Et ensuite, la maison Balenciaga a retravaillé ce matériau dans une couleur, pour le coup, pas du tout, pardon, excusez-moi, je bafouille, une broderie en volume faite à la main et de perles, et une autre broderie, ce qu'on appelle une broderie machine, une broderie Corneli. Donc c'est une machine qui est guidée main et qui permet un traitement un peu moins en volume, mais par contre plus lourd. Enfin, plus lourd. Bon, faudrait que vous ayez la photo vraiment sous les yeux pour voir. Le mot lourd vous semble péjoratif, mais c'est pas du tout péjoratif. Plus, je trouve pas le mot, moins transparent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moins transparent.
Autre histoire magnifique de création, où là encore une fois on part de rien et on est dans une démarche, dans une recherche artistique. La maison d'Arker, le directeur artistique de la maison d'Arker, lors d'une exposition au Palais de Tokyo, tombe sur cette image en noir et blanc. Cette image en noir et blanc, c'est une photographie de Rosalind Fisher, qui est une photographe américaine, qui représente une photo, une larme, vue au sein d'un microscope. Et elle a fait donc toute une série de larmes. Et en voyant cette photo, le directeur artistique de Daker se dit, mais en fait, c'est de la dentelle, tout simplement. Il ne nous manque peu pour traduire cette image au fort pouvoir évocateur, au fort pouvoir émotionnel que sont les larmes, de vie, voilà, de bonheur. Et c'est assez drôle parce que du coup, quand la maison d'Arker s'est rapprochée de Rosalind Fisher, elle-même a dit mais la première fois que j'ai vu dans mon microscope cette dentelle, évidemment, tout de suite, j'ai tout de suite, j'ai pensé à une dentelle. Et évidemment, elle a recueilli avec grand la demande de la maison d'Arker. Ça, c'est la première histoire. C'est l'histoire de la création de la dentelle. Mais ensuite, il y a la seconde histoire. C'est-à-dire que la maison Schiaparelli, qui est forcément une maison renaissante, en hommage à la créatrice Elsa Schiaparelli, qui est peut-être la maison la plus surréaliste, si on peut le dire ainsi. Le créateur, le directeur artistique de l'époque, tombe amoureux, littéralement, de cette dentelle. Mais en fait, ce qui le choque, c'est pas tant le motif, c'est pas tant l'histoire, parce qu'il n'y connaît rien à cette histoire. Dans les choses, on ne vous raconte pas tout le b.a.-ba de la création d'une dentelle, mais c'est la couleur. Il flash sur la couleur, c'est un vrai choc, et il fait une commande donc de cette dentelle. Quand je l'ai interviewé, donc Bertrand Guyon, directeur artistique à l'époque de Schiaparelli, je lui raconte cette histoire de dentelle, de larmes, de dentelle d'émotion. Et bien sûr, il me dit, mais c'est incroyable en fait, quelle autre maison aurait pu être plus là. Oh, j'ai déjà dépassé mon temps. Je regarde mon... Ok, je clore. Je voudrais quand même vous montrer des choses un peu différentes. Ici, je vous montre, je vais un peu vite du coup, parce que je me suis trop attardée au début, il semblerait. Ici, une autre type de création où là, on utilise une dentelle qu'on va volontiers déchiqueter, qu'on va maltraiter presque d'une certaine façon, pour en faire support et pour ici utiliser un autre matériau qui est le silicone, qui donc à l'état liquide va transmuer dans la dentelle pour en faire des nouvelles formes. Donc, au pas de course, histoire de voir plusieurs choses. J'ai un peu vite, je sélectionne du coup celles qui sont vraiment, elles sont toutes incroyables de toute façon. Ici, on est dans le cadre d'une dentelle relativement classique, c'est-à-dire florale, mais où on voit l'intervention, la manipulation que peut faire ici le dentelier, à savoir une proposition d'une telle teinte à la main, avec donc là pour le coup des variations de couleurs que vous n'obtiendrez pas si vous faites une teinture normale. Donc là on est vraiment sur une peinture faite à la main. Je vous montre quand même une petite image. Bon, vous voyez, c'était rapide ma petite vidéo. Ici, deux robes, une seule et même dentelle. Une première dentelle qui est brodée mécaniquement, faite par machines qui ne sont pas des machines brodeuses en soi, mais où on retrouve, c'est la photo que vous voyez avec ce quadrillé comme un bon, je trouve plus le mot, enfin, ce quadrillé très impressionnant. Donc d'un côté, une dentelle qui va être traitée d'une façon presque industrielle, une broderie qui va être manipulée comme de l'industrie de masse, et d'un autre côté, une broderie qui va être brodée à la main. Donc vous avez, pour une même dentelle, deux propositions créatives qui se font.
l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, on a à chaque fois des propositions. Évidemment, la dentelle n'est qu'un point de départ. Ensuite, aux maisons de dentelle, aux maisons de mode, aux manufactures, aux métiers d'art, aux brodeurs, aux plumassiers de proposer de nouvelles choses. Ici, je vous montre une même dentelle, une dentelle géométrique. D'un côté, dans un traitement brodé, rebrodé de dentelle et de milliers d'éléments, et d'un autre côté, une proposition de Ralph et Rousseau dans un noir brodé uniquement de strass, par exemple. Je vous montre, oh, pardon, je suis allée trop loin. Je vous montre ici le détail, par exemple. Je voudrais juste terminer par celle-là quand même. Comme ça, je vous ai montré presque tout. Alors bien sûr, si vous voulez voir vraiment des choses, il faut aller à Tilbourg ou acheter le livre. Mais je termine par cette image qui est peut-être une des robes les plus impressionnantes. Parce que dans l'exposition, j'ai réussi à tenter donc de décrire ce chemin créatif qui part du croquis, c'est-à-dire qui part de l'envie du créateur, donc en l'occurrence de Karl Lagerfeld, et qui montre la dentelle qui a été choisie pour sa couleur, pour son motif, pour sa légèreté, peu importe, qui a été choisie, qui a été élue, qui ensuite est traitée par le dentelier lui-même, c'est-à-dire que le dentelier propose aussi des traitements d'ennoblissement, qui a ensuite été repailleté entièrement. Ce que vous voyez sur la droite, c'est un écheveau de paillettes. On le voit très rarement, mais en fait c'est très joli. Ça ressemble à rien comme ça, je le connais. Qui ensuite est entièrement de nouveau brodé avec des paillettes donc différentes qui ensuite repassent par les mains d'un plumassier. Enfin, vous voyez qu'il y a un cheminement, une superposition de métiers d'art qui ne se rencontrent pas d'ailleurs souvent, qui ne voient rarement leur travail fini, mais qui à la fin en arrive à un résultat particulièrement étonnant. Alors, la guipure, j'ai une question. La guipure doit-elle finalement être considérée comme une forme de dentelle ou à part? Alors, la guipure, c'est de la guipure. Donc, la guipure, ce n'est pas de la dentelle. Maintenant, la différence principale entre, même si le résultat, c'est-à-dire que l'effet de textile troué et à motif sont similaires, en tout cas correspondent. C'est vrai pour la guipure et c'est vrai pour la dentelle. La dentelle, techniquement, le motif est réalisé en même temps que le fond. Je ne peux pas séparer le fond du motif. La guipure, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le fond va disparaître mécaniquement, chimiquement, au profit du motif. Donc ce sont deux techniques qui n'ont rien à voir, même si le résultat est extrêmement confondant. Et d'ailleurs, ça a été une des grandes difficultés de cette exposition. Est-ce que c'est une guipure? Est-ce que c'est une dentelle liverse? Est-ce que c'est une dentelle tricotée? Est-ce que c'est une broderie qui imite la dentelle? Chose aussi possible. Est-ce un jersey? Est-ce un les imprimés, évidemment, sont d'autant plus que moi, je travaille d'après photo dans un premier temps. Donc voilà, j'ai été trop longue. Désolée. Alors, j'ai une question qui est toujours un peu délicate, à laquelle je ne peux pas répondre, mais je vous pose la question. Quelles sont les caractéristiques de la dentelle chantilly? Je vous explique en quoi c'est délicat, cette question. Je l'ai posée moult fois, que ce soit du côté de la mode ou du côté des... Et on me dit, mais de quoi tu parles? Je dis, la dentelle Chantilly, on en parle beaucoup de la dentelle Chantilly. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle vient de Chantilly, de la ville de Chantilly? Et en fait, cette notion de dentelle Chantilly recouvre deux réalités en même temps. Donc, techniquement, c'est une dentelle, mais peut-être qu'il y aura un spécialiste de la dentelle et qui va me dire tu racontes n'importe quoi, Sylvie. En tout cas, la dentelle Chantilly, ça répond à une caractéristique technique, mais aussi historique, c'est-à-dire qu'elle vient effectivement d'un motif chantilly, d'un motif floral un peu particulier qui joue beaucoup sur les ombres, les ombrés. Voilà, les ombrés. Donc la technicité de l'ombré fait qu'on aura une dentelle en général particulièrement fine. C'est pour ça aussi que la dentelle chantilly est souvent chère. Donc ce sont deux réalités, une réalité historique et une réalité technique.
Donc, en tout cas, à vos questions, j'espère qu'elles vont venir. Nombreuses, je ne sais pas. J'ai été un peu longue, un peu rapide sur certains points. Certains points, j'ai l'impression d'avoir rien dit, en fait. J'ai l'impression que vous ne savez rien, désormais, de la dentelle. Alors, autre question. Quand elle est teinte à la main ou peinte à la main, de quelle technique de coloration s'agit-il? Alors, tout bêtement, c'est de la peinture. Donc, comme, rappelez-vous, quand vous étiez enfant et que vous preniez vos gouaches, c'est exactement ça. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait de la gouache, entendons-nous, mais le principe est le même. C'est-à-dire que c'est vrai, par exemple, de la robe rose, je passe très vite sur la rose de Chanel, c'est vrai aussi sur la robe qu'on a vue de Dior, qui était dans ces tons roses fanés un peu. Donc chaque motif est peint. C'est ce qui rend aussi l'irrégularité de la chose. Enfin, c'est pour ça qu'on le fait, hein, sinon on ne le fait pas à la main. Hein. Ça coûte très cher, évidemment, de le faire. Enfin, ça coûte très cher. On n'est pas non plus, tout coûte très cher là où on est. Là, je vous avoue, voilà, la dentelle coûte cher. Du départ jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le fil coûte cher. Le temps que passent les hommes sur ces machines coûte cher. Les broderies, voilà, la créativité. Bon, on est aussi dans un terrain de l'excellence et de la haute couture. Donc, évidemment, je vous parle de choses qui sont faites en édition unique ou en édition limitée. Mais libre à vous de le faire. Hein. Ceci dit, vous prenez de la dentelle, même moche, vous la peignez, elle devient magnifique. Quels sont les différents touchés que l'on peut obtenir? Je ne suis pas sûre de comprendre bien la question. Mais la texture. Tout. C'est vrai que là, je vous ai montré. Alors, c'est vrai que le format est un peu frustrant. J'aurais pu vous montrer aussi des. Alors, on peut tout obtenir. Tout est vrai. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des matériaux extrêmement évanescents, liquides, voire transparents. C'est le cas de certains tulles, hein, par exemple. Parce que je vous rappelle que le tulle, c'est juste une dentelle qui n'a pas de motif. Hein. À des dentelles extrêmement lourdes, entre guillemets, épaisses, rigides. C'est-à-dire, là, je ne vous ai pas montré, mais on peut aussi siliconer des vêtements. Donc, ce qui fait que la dentelle, déjà, elle se cache complètement sous l'effet. Et ce travail de silicone, qui est donc un travail plastique, d'une certaine façon dessus, va alourdir le vêtement. Par exemple, souvent, c'est pas parce que le tissu est léger que le vêtement est léger. Pas parce que la matière de départ est légère que le rendu est léger. Si vous brodez, évidemment, la brodure, c'est long, c'est lourd. Donc, on peut... tous les touchés sont possibles. Secs, rêches, lisses, liquides, désagréables, parfois aussi. On a des rendus qui peuvent être un peu... allez, peut-être pas désagréable, déstabilisant, très déstabilisant. Donc ça va de la légèreté la plus infime à une lourdeur très agréable, très chaude. Parce que aussi, souvent, on a cette idée hein, d'Épinal comme ça, d'une dentelle sexy, réservée aux sous-vêtements. Oui, certes, là, je vous ai parlé de la robe, mais on a la transparence, qui est peut-être l'une des caractéristiques de la dentelle première, jusqu'à une totale opacité. Alors, il y a la question de la conservation, évidemment, qui se pose quand la matière est traitée. Et donc, une question est posée par rapport à la matière, si elle est siliconée ou de la peinture. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe avec la conservation? C'est une vraie question, en tout cas, qui est posée. Il y a un vrai défi. C'est une vraie question. Et malheureusement, on n'a pas trop le recul, puisque c'est vrai que certains de ces traitements, alors parfois on en connaît les polymères, si en plus on ne connaît pas les polymères qui sont utilisés, vous ne pouvez que difficilement préconiser de la suite. Alors après, peut-être qu'il faut voir la chose autrement et se dire que les musées et les conservations, les conservatoires de textiles de mode, peut-être qu'ils ne sont pas là uniquement pour travailler sur du long terme et sur l'histoire, mais que l'ici et le maintenant, il faut peut-être accepter aussi que l'ici et le maintenant s'arrêtent à l'état d'une collection. Et que la mémoire, alors tout ça peut vous paraître contradictoire, parce que je suis commissaire d'exposition et je travaille à la conservation mais peut-être qu'il faut accepter que certaines pièces n'ont pas voix au futur, n'ont
ne sont pas conservées. C'est aussi la beauté de l'instant. Certaines pièces sont cassantes. Moi, j'ai des souvenirs de pièces de Mugler des années 80 en pneus qui ont une durée de vie très, très incertaine. Donc, la dentelle en soi, sans traitement, est extrêmement solide. Hein. Le fil, les couleurs ne bougent pas. Mais dès qu'on amène un ennoblissement, évidemment, on se confronte à peut-être une incompatibilité même de matériaux. Et ben peut-être que ça n'est pas fait pour durer, je ne sais pas. Alors ici, on a deux questions qu'on peut mélanger. La question de la fabrication de la dentelle, d'une part, est-ce qu'on en trouve ailleurs qu'en France? Vous l'avez dit, mais où? En Chine, par exemple. Et puis aussi la question de la culture, en fait. Il y a une culture de la dentelle en Europe. Est-ce que cette culture s'est étendue au monde entier? Alors, je réponds à la première question sur la fabrication. Donc, c'est vrai que je vous ai laissé en suspens tout à l'heure, mais je ne vous ai pas donné la réponse. C'est un peu volontaire. Donc, les dentelles, ce qu'on appelle la dentelle de Calais-Caudry. Par définition, c'est une dentelle qui est fabriquée en France, puisqu'elle ne peut pas porter cette appellation si elle n'est pas fabriquée en France. Maintenant, la technologie, c'est-à-dire le métier Livers, qui produit cette dentelle de Calais, fabriquée à Calais et à Caudry, elle peut tout à fait être fabriquée ailleurs qu'à Calais et Caudry sur métier Livers. Ce qui est le cas, par exemple, de certaines maisons qui ne sont donc pas françaises et qui n'ont donc pas le label de dentelle de Calais-Caudry, qui produisent des dentelles Livers hors de France, notamment au Japon et en Asie. Donc la technologie est la même. Après, la culture, c'est pour ça que je fais le pont, la culture n'est pas tout à fait la même, puisque évidemment le principe même de la culture, elle est multiple, sinon il n'y a pas de culture. Donc, il y a des cultures de la dentelle. Et puis, si la dentelle de Calais-Caudry est aussi connue, c'est parce que les autres cultures, et dont les pays émergents, font appel à cette dentelle. Il faut savoir que quand même, la dentelle vit essentiellement de son... Bon, en ce moment, bien sûr, ça paraît comique de dire ça, mais il vit de son export. Donc, si on n'exporte pas son savoir-faire, ou en tout cas ses produits, évidemment, il ne se passe rien. Majoritairement, la dentelle est achetée par l'étranger. La Chine aussi, le Japon, les États-Unis, la Russie, partout. Partout où s'achète du textile. À partir du moment, de toute façon, le textile haut de gamme, dont la dentelle fait partie, et qui est une matière chère, ne peut qu'aller vers l'excellence. Sinon, elle perd sa culture. Elle perd son âme, d'une certaine façon. Donc, plus le produit est précieux, plus le produit est apprécié des connaisseurs. La difficulté, peut-être, c'est qu'aujourd'hui, même nous, Français, avons perdu la culture du tissu. On ne nous apprend plus le tissu. À l'école, on ne nous apprend plus le tissu. Et d'ailleurs, chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est que une des gageures de l'exposition était de rendre hommage donc aux maisons de mode, mais aussi aux fabricants. Et quand j'ai dit aux maisons de mode, l'une des conditions sine qua non, c'est que les fabricants soient cités, la première réaction a été « il en est hors de question ». On ne cite pas nos fournisseurs. On n'a jamais fait ça. Et moi, de leur sortir de façon très ingénue une publicité des années 50 et de leur dire « mais dans les années 50, c'était justement les fournisseurs de tissus qui faisaient publicité, pas les créateurs de mode ». Donc cette inversion de culture, cette inversion culturelle, elle peut aller dans tous les sens. Et la mode que l'on vit là en ce moment est flagrante pour ça. Qui est le plus important ? Alors, une question que j'avais en tête, mais je vois qu'il y a une auditrice qui l'a posée. La question de l'évolution de la dentelle s'est faite avec des évolutions techniques. Est-ce que finalement l'imprimante 3D est la nouvelle étape qui permet de créer de la dentelle ou pas? Ça n'est pas une nouvelle étape. Ça n'est pas une nouvelle étape dans le sens où c'est une étape qui va faire table rase de la dentelle, mais c'est une nouvelle étape qui va apporter des nouvelles choses comme toutes les technologies. Le métier Livers en lui-même est quand même un métier qui n'a pas changé, par contre, lui, en 200 ans. C'est-à-dire que ce qui a vraiment changé dans la dentelle, c'est la filature, c'est la jacquardisation, c'est-à-dire le fait de l'informatisation du système jacquard, c'est-à-dire d'aller plus vite dans la création du motif. C'est la filature, essentiellement. Mais les gestes, donc cette multitude d'étapes, c'est quand même plus de 60 métiers. Pour faire une dentelle, c'est 60 métiers, c'est-à-dire savoir-faire différents qui sont nécessaires.
de l'étape de création jusqu'à l'étape de vente. Donc oui, la 3D, bien sûr, est une étape intéressante. Et d'ailleurs, Iris Van Herpen l'utilise avec un grand intérêt. Et mélange les deux. Je trouve travailler sur le vide et le plein avec une grande beauté. Alors ici, deux questions qui parlent de différence. Et c'est intéressant, la différence entre si la dentelle est un tissage, est-ce qu'il y a une différence avec un textile standard? Et puis la différence entre la dentelle de luxe et la dentelle de prêt-à-porter. Comment différencier les choses? C'est pas dur de différencier quand on n'a pas de modèle comparatif. C'est comme si vous goûtez un vin et que je vous dis que ce vin est excellent. Je vous le dis, moi, ce vin est excellent. Vous n'allez pas me contredire de toute façon. Donc c'est un peu aussi le cas dans la dentelle. C'est-à-dire que si on pouvait faire une comparaison un peu grossière, un peu schématique entre par exemple la dentelle tissée et la dentelle tricotée, on pourrait la comparer à une image, à une comparaison informatique, à savoir une image de haute def et une image basse def. C'est-à-dire que comme c'est tissé, vous allez pouvoir aller plus loin dans la définition et la précision, et plus loin aussi dans la solidité. Parce que la dentelle, certes, c'est une chaîne et trame, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est que vous avez un double nouage, ce qui fait que chaque point, chaque trame est fixée. Donc c'est aussi cette solidité qui confère à la dentelle Livers qui va la rendre différente de la dentelle tricotée. Mais les usages sont différents, donc il ne faut pas en faire des ennemis, en fait. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre, même si dans les années 50, quand on a créé ce fameux label dentelle de Calais, c'est parce qu'on avait très peur de cette nouvelle technologie arrivant sur le marché. Mais d'un côté, par exemple, on va pouvoir utiliser une dentelle tricotée pour de la lingerie ou pour je ne sais pas, enfin pour un usage peut-être plus commun, pour du prêt-à-porter de masse, pourquoi pas. Et réserver la dentelle tissée pour la robe, pour le haut de gamme ou pour le médical. Parce que les perspectives aujourd'hui de la dentelle tissée sont effectivement des perspectives économiques. Quand je vous dis qu'il n'y a plus que 15 maisons, voilà. Il faut trouver sa place et l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de grand diable et il n'y a pas de bel ange. Alors, on va encore prendre deux questions et puis on va clôturer. Il y avait une question assez technique J'ai toujours peur des questions. que je ne vois plus maintenant sur mon écran, qui était sur l'élasticité des dentelles, mais je ne la vois plus. Oui, j'ai vu aussi quelque chose. Comment la dentelle Livers peut être élastique, c'est ça? Oui, c'était utilisée ça. en lingerie? Oui. Alors, en lingerie, on va utiliser, en fait, la dentelle, selon le sens déjà que vous l'utilisez, elle est plus ou moins rigide. Sens chaîne et sens trame, vous n'avez pas la même rigidité, déjà, c'est un premier fait. Et puis, deuxième fait, vous pouvez tout à fait intégrer dans votre filature des fils dits élastiques. Ça se fait depuis les années 60. C'est une des grandes révolutions d'ailleurs de la dentelle de Calais. C'est d'intégrer des fils qui permettent l'élasticité, qui permettent de suivre le corps. C'est peut-être d'ailleurs une des chances, une des raisons pour laquelle la dentelle n'est pas partie complètement à l'étranger. Et puis, vous avez la dentelle tricotée qui apporte une autre matière. Et puis souvent en lingerie quand même, certes, on utilise la dentelle pour une certaine élasticité, mais pas que. Vous pouvez très bien n'avoir qu'une finition en dentelle. Et là, c'est tout le travail du modéliste, c'est-à-dire de la coupe même du vêtement, qui fait que le vêtement est portable. La portabilité du vêtement dépend certes du tissu, certes de l'élasticité du tissu, mais pas que. Pour toutes ces précisions. Et alors, une dernière question liée peut-être aux collections patrimoine, éventuellement qui existent dans les maisons, et puis finalement la transmission culturelle des usines quand elles disparaissent. Comment on gère ça? Alors, vaste question. Vaste question. Comment on gère la disparition des maisons? C'est vrai. Alors là, c'est une problématique qui dépasse complètement la dentelle. C'est une problématique dramatique de tout le savoir-faire mondial.
En France, nombre d'usines ferment sans qu'on s'en soucie le moins du monde. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des archives partir au feu. Et c'est comme ça. Et au mieux, on peut s'en offusquer et on peut trouver des solutions. Donc les musées sont une des solutions, mais ce n'est pas la seule, loin de là. Les musées ont aussi ce rôle de sauvegarde de certains métiers, de récupérer les savoir-faire, et donc la rencontre aussi avec les gens qui font ces métiers est aussi, la démarche anthropologique est extrêmement importante. Récupérer les métiers au sens physique du terme, c'est-à-dire les outils, évidemment, puis les productions. Après, il faut faire des choix, on ne peut pas tout garder, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses quand même qui se font, il y aurait beaucoup de choses à faire, bien sûr. Les maisons de mode elles-mêmes ont une place de plus en plus importante dans cette démarche patrimoniale, mais aussi documentaire, parce que conserver pour conserver, ça n'a aucun sens. Conserver pour faire sens, ça veut dire documenter, ça veut dire réinjecter de la nouveauté dans ce patrimoine-là. Donc il y aurait plein de réponses. Il faudrait faire une conférence de 1 heure, je vous propose. Conserver et valoriser les patrimoines de mode pour une prochaine séance. Mais oui, bien sûr, c'est une question. C'est une vraie problématique, hein, effectivement. Mais vraiment, ce sont des problématiques qui se posent, pas des problématiques nouvelles, mais en tout cas, ce sont des problématiques qui se construisent depuis une vingtaine d'années. Parce qu'il n'y a pas une solution unique, il y a des solutions. Et l'une de ces solutions, c'est le soutien et l'interaction que peut avoir le milieu de la culture avec le milieu industriel. La notion d'art et d'industrie est primordiale. Vouloir faire une scission entre les deux, c'est une hérésie. Alors, donc, il y a des collections patrimoine dans les maisons, vous l'avez dit, c'est effectivement ça qui fait la richesse d'ailleurs des maisons. Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la version live, on n'est pas limité par le temps, donc on peut encore répondre aux questions. C'est bien, je viens d'apprendre. Il y avait l'échelle du motif, voilà, on parlait des motifs petits, comme avant dans la dentelle à la main, on peut avoir des motifs plus grands. Je pense que voilà, les machines permettent d'avoir des motifs. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune typologie, c'est-à-dire que tout est possible. Il y a des denteliers d'ailleurs spécialisés dans une dentelle qu'on pourrait dire presque dentelle main, c'est-à-dire qui reprennent des points classiques du répertoire français du 16e, 17e, qui le reproduisent mécaniquement bien sûr, mais qui sont dans des dentelles en coton, sur des points très serrés et qui vont servir notamment pour faire des cols ou des parapluies ou fin de finition. Donc, qui sont par exemple plus grands de 2 cm, ça c'est possible. D'ailleurs, à l'export, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce sont des petits. Alors, je ne vous ai pas parlé de toutes ces manufactures parce qu'il y en a 15, donc il faudrait voilà, autant de. Toutes ces manufactures sont très différentes les unes des autres parce qu'elles ont tous une technicité. Et d'ailleurs, n'ont pas les mêmes métiers livers. C'est-à-dire que le métier liver, c'est un métier générique. Mais chaque métier livers, il n'y a pas d'uniformisation du métier livers. Il n'y a pas un métier livers, il y a 400 métiers livers. Ils sont tous différents. Et donc, en fonction du métier que vous avez, vous allez tisser une dentelle différente. Donc, vous voyez bien qu'aussi le tulliste qui prépare le métier, ce n'est pas un tulliste interchangeable. Il faut connaître son métier, il faut connaître la musique du métier. Donc, on peut tout tisser, du petit pois à de la locomotive, du grand, du petit motif. Ça, c'est de la mode après. C'est plus de la technique, c'est de la mode. C'est qu'est-ce qui plaît à ce moment-là, de quoi les gens ont envie, si tant est que les gens aient envie de choses. Tout est faisable. Et d'ailleurs, dans une même collection, si vous allez sur un showroom, vous voyez tout est son contraire. Du petit, du grand, du noir et blanc, du coloré, de l'épais, de l'opaque. C'est ça qui est génial aussi. Mais ça, c'est le textile qui est comme ça. Ce n'est pas forcément propre à la dentelle. C'est que sur une collection, vous avez de tout, quoi. Avec, évidemment, on peut dire dans les années 60, il y a plutôt des gros motifs avec des couleurs plutôt criardes. Mais dans les années 60, vous avez aussi des tout petits motifs dans des tons noirs et gris qui sont juste hallucinants.
Donc ça, il faut se plonger dans les archives. Pour le coup, on s'y perd, hein. On s'y plonge et on s'y noie parce qu'on passe des heures à tourner les pages et les pages et les pages de ces registres qui ne sont pas numérisés. Donc on y va avec des gants et des masques en espérant ne pas se contaminer de cette passion-là. Alors, une question assez technique mais intéressante sur finalement les machines. On sait bien que le fait d'avoir la machine permet de détenir le savoir-faire. Il existe visiblement un répertoire des métiers divers, ce qui voudrait dire que les machines que l'on trouve notamment en Chine, ce sont des copies ou alors ce sont des machines qui ont été démontées ici ou alors transbahitées d'Europe. Il n'y a pas de copie. Alors, il n'y a pas de copie possible, puisque déjà, on ne produit plus de métiers livers depuis au moins 50 ans. Déjà. Que la plupart, la quasi-intégralité des métiers livers existants sont des machines qui datent de plus de 200 ans, entre 150 et 200 ans. On ne sait plus faire de métiers de machines livers. On n'a plus la technologie, on ne sait plus le faire. Donc les métiers livers qui sont en Chine, ou les méchants chinois, ils ne nous les ont pas volés, ils les ont achetés. Parce que, en France, les usines ont fermé, tout simplement. Donc, quand une usine ferme, c'est un dépôt actif, on vend son passif. Et dans son actif et son passif, il y a les machines. Et les machines, ça vaut ce que ça vaut. Et par exemple, si je prends une des grandes maisons de denteliers japonais, Sakai Lace, pour ne pas citer, tous les métiers viennent de Nottingham. Et le fondateur de la maison Sakai Lace a fait ses études à Nottingham. Il a appris en Angleterre ce qu'était un métier liver, ce qu'était la dentelle. Donc, forcément, les métiers que vous avez en Chine sont des métiers qui viennent de France majoritairement, d'Angleterre aussi, puisque c'est le pays d'origine, aussi un peu d'Italie, principalement, et principalement de France. Aujourd'hui, on compte, alors c'est très difficile, ça j'ai essayé de mener une enquête, on compte grosso modo 1000 métiers livers dans le monde, à peu près, dont 600, 650 en France. Donc ça veut dire finalement que ces pays, la Chine, le Japon, ont permis de conserver un patrimoine finalement qui aurait éventuellement disparu. Aussi, bien sûr. Alors en se positionnant comme concurrent, évidemment, parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'un métier livers ne vaut pas un autre métier livers. Donc en fonction de la dentelle que vous faites et de la spécialisation que vous faites, vous pouvez faire une dentelle plus ou moins rapide, plus ou moins lente, plus ou moins élaborée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je ne sais plus. J'ai perdu le fil de mon... J'ai perdu le fil, désolée. Sur les machines. Ouais, je sais plus. Oui, c'est-à-dire que le choix même des machines qui ont été achetées par la Chine sont des machines qui sont peut-être plus rapides. Donc, c'est des machines 12 points essentiellement. Donc, pour expliquer les points, un peu compliqué à expliquer, mais il y a une différence entre des machines qui font 10 points et des machines qui font 15 points, grosso modo. Donc, selon le point, qui est un degré de précision de la machine, vous allez être plus ou moins rapide. Selon le tissu, selon la filature, le fil que vous allez utiliser, vous allez être plus ou moins rapide dans la production. Selon le motif, vous allez être aussi plus ou moins rapide. Et c'est une question d'efficacité et de répondre à une demande. C'est-à-dire que la clientèle qui va se tourner vers le Japon n'est peut-être pas la même clientèle qui va se tourner vers l'expertise française. Ce que la France aussi met en avant, c'est sa richesse, ce sont ses archives. Parce que ce qu'a la France, ce que n'ont pas les Chinois, ce sont des archives. Quand vous allez chez n'importe quel manufacture à Calais ou à Caudry, quand vous demandez la salle du trésor et qu'on vous donne accès, vous dites « Ah ouais ». Parce que, évidemment, chaque maison qui ferme, ces archives ne sont pas détruites. Ce que j'appelle les archives au-delà de la mécanique, au-delà des métiers, c'est tous les registres de dentelle. Donc, tous ces registres vont être rachetés par d'autres. Ça part rarement à l'étranger. Ça peut partir, mais ça part rarement à l'étranger quand même. Mais ça, c'est vrai pour la rubannerie aussi. C'est pas propre à la dentelle. Sauf qu'avec la rubannerie, ça a été différent, puisqu'il y a eu ça, si un jour il y a un spécialiste, je veux bien qu'on en discute pendant des heures, parce qu'il s'est passé un phénomène avec le ruban sur l'ouverture. Quand le Japon s'est ouvert au monde, sous l'ère Meiji, les Stéphanois sont partis au Japon pour former des Japonais à la rubannerie.
Même chose pour le textile, la dentelle n'est pas partie au Japon. Il y a eu je ne sais pas comment on peut dire, non, la dentelle restera en France. C'était très drôle, très drôle. Deux approches, alors qu'on est français, donc on pourrait se dire qu'on a une même culture. Et ben non, en fait, les Stéphanois ne réagissent pas comme les gens du Nord. C'est très, enfin, vraiment, il y a quelque chose de très intelligent quand même. Alors, une autre question. Oui, une autre question sur la reproduction des motifs de la dentelle. Est-ce qu'on peut tous les reproduire, puisqu'il y a des collections archives justement qui permettent de trouver ces motifs? Non, on ne peut pas tout reproduire. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai fait la visite avec Frédéric Rumini chez les archives de Darker, et je voyais des choses évidemment extrêmement, extrêmement belles, et je disais, mais ça, si moi, client, je vous dis, moi, je veux ça. Est-ce que je peux l'avoir? Il me dit non, vous ne pourrez pas l'avoir parce que, monter un métier, ça coûte très cher, il faut au minimum 3 mois. Recréer un dessin, et il me dit, on n'a peut-être pas la machine et on n'a peut-être pas les fils aussi. Donc, on peut toujours recréer, mais recréer quelque chose à l'identique, déjà, ça ne fait pas forcément sens, n'est pas toujours faisable. Alors qu'on pourrait se dire que la technologie avance et que donc on a plus de possibilités. Non, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Maintenant, dans le champ des possibles, il est tellement vaste qu'on trouve quand même largement de quoi faire. Par contre, il me disait que souvent, il allait juste feuilleter les livres, les registres, pour s'inspirer et qu'il repartait avec une autre idée. Mais l'idée même d'avoir vu ces motifs-là, et peut-être aussi d'avoir réfléchi sur l'impossibilité de refaire ces motifs, l'emmenait vers d'autres pistes techniques et créatives. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Alors, on a deux questions qui concernent la dentelle à la main. Est-ce qu'il y a des créateurs de mode qui font appel à la dentelle à la main? Et on vous demandait aussi ce que vous en pensiez de cette dentelle à la main. Ce que j'en pense, je pense que c'est très beau, très cher et très lent. Et voilà. Oui, je pense que pour une pièce de haute couture, évidemment, on peut peut-être faire appel à des dentelières au puits, par exemple. Il y a des centres de conservation de dentelles à la main, mais très sincèrement, c'est anecdotique. Donc, c'est pas impossible. Comme il peut y avoir des collaborations avec la tapisserie d'Aubusson, mais on ne fait pas une collection entière avec de la tapisserie d'Aubusson. Les coûts de production et le temps demandé sont complètement incompatibles avec notre réalité économique, tout simplement. Donc, alors, on a deux questions oui, sur la formation des personnes qui travaillent la dentelle. Comment sont formés les ouvriers ou quels sont les parcours de formation d'un dentelier? Est-ce qu'il y a encore des écoles qui forment ça ou plus du tout? Alors, je pense que là, je pourrais peut-être vous dire des bêtises parce que je ne suis plus très au fait. Mais je crois, pour tenter de ne pas vous dire de bêtises, il a existé jusqu'il y a peu une école à Calais, ou en tout cas dans sa région, qui formait au métier donc, de la dentelle, donc essentiellement au métier de tuliste, qui est le métier de manipulateur, mais il y a plein d'autres métiers. Et en fait, l'une des méthodes primordiales, c'est l'apprentissage, évidemment. Alors, tout tuliste français vous dira qu'il faut 10 ans pour former un bon tuliste. Ce qui n'est pas le cas des Chinois. En chinois, il leur faut 10 jours, mais bon, voilà. Ça, c'est culturel aussi, vous voyez. Que d'ailleurs, autre chose culturelle, en France, les tulistes sont essentiellement des hommes. Et en Chine, les personnes qui travaillent, alors on ne les appelle pas des tulistes parce que je ne sais pas, je ne parle pas chinois, désolée. Les personnes qui travaillent sur les métiers sont essentiellement des femmes. C'est culturel. Les tulistes sont les mieux payés. Alors, donc, pour répondre à votre question, il y avait une école et je crois qu'elle n'existe plus, mais il me semble, là, il faudrait se renseigner auprès de la Cité de la Dentelle et de la Mode, qu'ils se battent pour qu'il y ait de nouveau une école, des formations. Mais là, je crois, il y a les deux dernières tulistes sont des femmes formées. D'accord. Déjà. Alors, une question assez technique, est-ce qu'il est possible de reconnaître, en fait, quand on chine une dentelle, sa date de fabrication? C'est vraiment… Oui, sûrement, mais pas moi.
Oui, il y a sûrement des spécialistes qui, à l'œil de Sherlock Holmes et un microscope en main, vous disent 1956. Oui, bien sûr, on peut quand même déjà savoir si c'est une dentelle à la main ou une dentelle mécanique. Ça, quelqu'un qui a un peu l'œil avisé le reconnaît. Il y a quand même des motifs qui sont liés à des modes. Donc, on peut peut-être avoir des indices sur dire 16e, 17e, 18e. Bien sûr, dans les musées, les dentelles sont datées. Après, c'est une connaissance plus générale de la mode. Mais il y a quelques rares spécialistes de dentelle, bien sûr, vous avez des livres qui répertorie déjà les points, donc les motifs. Et donc oui, en soi, bien sûr, c'est possible. Après, c'est pas le rôle du musée que d'expertiser, mais il existe des experts, comme tout textile, j'ai envie de dire, des gens spécialisés dans la reconnaissance en datation de ces dentelles, oui, bien sûr. Alors, deux questions sur les autres types de dentelles. La dentelle de Bruxelles, qu'on ne fabrique Alors, qui est plus. une dentelle à la main. Voilà. Et puis une autre sur l'Italie et les parties où on fabrique de la dentelle. Bon, question sur la dentelle de C'est quoi la Bruxelles, vous en question? pensez quoi? C'était ça un peu votre avis sur cette fameuse dentelle? Alors, sur la dentelle de Bruxelles, Oui. qui serait fabriquée en ce moment? Non, 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 pas du tout. Parce que alors là, C'est d'accord, une ok, parce que là, question je sais. générale sur votre avis sur la dentelle de Bruxelles. D'accord. En tant De qu'expert. toute façon, toute la dentelle des Flandres, que je dirais de façon plus large, pour être plus générique, c'est elle qui a créé, c'est le berceau de création, parce que le berceau de création, c'est l'Italie et les Flandres. Donc évidemment, la source créative, elle est là. Donc on a une multiplicité de points. La dentelle à la main, c'est un champ qui est immense. Je crois qu'il y a une exposition qui se prépare bientôt sur la dentelle à la main. Bon, j'en suis pas sûre, j'en ai entendu parler il y a quelques années. Je n'en pense rien, je n'en pense que du bien, évidemment. Moi, je suis époustouflée et ébahie par ces chemins créatifs qui sont arrivés jusqu'à nous, de voir comment la dentelle mécanique a voulu copier d'abord ces points inventés par multiples créateurs, voir ce qu'il nous en reste. Maintenant, il existe des fabricants de dentelles en Italie et de tulles aussi, donc sur métier Lever, c'est sur métier Rachel, des métiers tricotés. Ce sont des très gentils concurrents, des très sérieux concurrents, ils travaillent très bien. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la dentelle à la main, oui, c'est vraiment un champ immense, immense, et vraiment méconnu, pour le coup, parce que c'est tellement vaste. C'est-à-dire que d'une région à une autre, vous avez des points qui diffèrent. C'est un puits sans fond culturel, la dentelle. Alors, À la main. juste pour l'Italie, pour revenir sur l'Italie, visiblement, la région de Burano est connue pour… Il y a quelqu'un d'Italien qui nous pousse là. Oui, oui, moi, alors, je ne connais pas bien la dentelle d'Italie, mais Moi non plus. Ouais. on ira chercher Quelle est la la question? réponse. La question, c'était C'est sur quoi? quelle partie d'Italie est plus connue pour la dentelle, à part Burano? Quel pays est connu pour la dentelle? Quelle partie d'Italie est plus connue pour sa dentelle? Quelle partie d'Italie? Le nord de l'Italie. Ouais. Mais oui, le nord de l'Italie. Après, il n'y a pas de… C'est vrai que pour le coup, j'ai plus en tête la dentelle Flandre, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de points, le point de Bruges, voilà, c'est des villes qui ont donné des noms. Évidemment, là, pour l'Italie, j'ai rien qui me vient, mais l'hégémonie italienne du 16e, 17e, 18e n'est pas… Je ne vois pas qui peut remettre en cause cette hégémonie culturelle. Donc, c'est hors de mes compétences que de dire, voilà, tel point, telle ville. Bien je pense sûr. que là, je ne sais même pas s'il y a des spécialistes qui pourraient répondre à ça. Mais oui, bien sûr. Mais pas que. Après, c'est 4 siècles d'histoire quand même. Oui, tout à fait. Et 3 si on s'arrête au 19e. Alors ici, il y a deux questions intéressantes sur finalement la dentelle qui inspire notamment les architectes, avec des bâtiments qui ont été dentellisés, j'ai envie de dire. Ouais, c'est joli. Ouais.
Ça, c'était voilà, une première question sur ce que vous pensez finalement de cette transcription du motif textile dans un bâtiment qui est fait pour durer. Et puis aussi relié à ça, l'inspiration que la dentelle permet d'avoir chez certains artistes qui l'utilisent comme source de création. Du coup, c'est vrai que comme la dentelle est polysémique, d'une part, elle est aussi polymorphique, c'est-à-dire que tout peut lui être attribué. Et par définition, c'est assez peu étonnant que les architectes apprécient cette matière, parce que c'est une matière du plein et du vide. Et c'est précisément ce qu'est l'architecture, l'art du plein et du vide. Et je trouve d'ailleurs que l'interprétation qui a été faite par le nom je crois que c'est Moiti Rivière, si je ne dis pas de bêtises, pour la Cité de la Dentelle, où toute la devanture est une interprétation de métier jacquard. Donc là, on est dans du plein et du vide, mais du métier jacquard en lui-même. Donc vous savez, c'est le système binaire, oui, non, vide, plein, noir, blanc, le principe de l'informatique, 1, 0, qui voilà, recouvre complètement la façade du musée. Mais ça ne m'étonne pas en fait que l'effet dentelle soit presque plus fort que la dentelle. Et c'est un juste retour, je trouve. C'est-à-dire que la dentelle est forte parce que c'est celle qui maîtrise le mieux le vide et le plein. Et c'est normal qu'on l'utilise parce qu'on va au-delà de la technique. Et l'effet dentelle est plus important que la dentelle elle-même. Et du coup, ça ouvre un champ incroyable. Et c'est très facile de faire du coup ces effets dentelle. N'importe quel enfant peut s'amuser à jouer du vide et du plein et du motif. C'est extrêmement jouissif. Et je ne m'étonne pas que les architectes, les peintres, les créateurs textiles, les designers textiles de motifs aussi, bien sûr, s'en emparent. Ceux qui font des bijoux, bien sûr, enfin, les tatouages. Peut-être que les tatoueurs devraient regarder plus ce qui se passe en dentelle. Voilà, je prône pour un art de la dentelle sur les peaux. Il faudrait mettre les archives alors des maisons à disposition des tatoueurs. Ouais. Ça pourrait être intéressant en fait. Hein. Je pense vraiment qu'il c'est un terrain assez fascinant. Alors à un moment donné, vous avez parlé de la dentelle comme étant une matière ultra contemporaine. Oui. Précision demandée par rapport à cette définition de l'ultra contemporanéité. Alors, le terme d'ultra-contemporanéité, je l'ai utilisé parce que je voulais contrecarrer cette idée surannée que l'on peut avoir de la dentelle, toutes nos idées poussiéreuses, en combattant mes propres préjugés d'ailleurs. Quand la Cité de la Dentelle et de la Mode m'a demandé de faire cette exposition sur la dentelle, je vous avoue que mon premier réflexe a été de me dire « Oh là là, ça va être ringard, pourquoi il me demande ça à moi? Demander ça à quelqu'un d'autre. » Et donc, ma première réponse a été plutôt un refus, intérieurement, de me dire laissez-moi réfléchir. Et je me suis dit, mais en fait, la vraie question, c'est maintenant, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec la dentelle ici et maintenant? Et je ne pensais pas, mais vraiment, en m'aventurant et en posant cette question auprès des denteliers eux-mêmes, et auprès des maisons, et aussi auprès, bien sûr, des métiers d'art. Hein. Là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la place des métiers d'art est extrêmement importante. Quand je leur demandais, mais la dentelle, pour vous, c'est quoi? Au sens comme ça, la dentelle, pour vous, c'est quoi? Et les réponses sont très multiples. Et pour vous, la dentelle, c'est contemporain ou c'est moderne, la dentelle, ou c'est ringard? Et même autour de moi, j'en ai fait l'expérience, je posais les questions, et même à mon mari, quand je lui ai dit je fais une expo sur la dentelle, il m'a dit ah ouais, d'accord, ça va pas très bien ta vie en ce moment. et en fait, c'était une grande surprise que de voir cette si grande relation qu'ont les denteliers, les maisons, les métiers d'art avec la nouveauté, avec le fait de se renouveler en permanence, de ne jamais se suffire de ce que l'on a et de repousser des limites techniques au service de l'esthétique, bien sûr. Et ça, c'est vraiment fascinant. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais évidemment, on peut siliconer. Si je reprends la première, je peux vous montrer, je voulais vous montrer ça en passant.
si ça marche, je vais enlever le son. Si, comme ça, on voit quelques images en fond d'écran. Tout est faisable, quoi. Je vais vous montrer, je vais un petit peu plus loin, comme ça vous voyez quelques images que l'on n'a pas vues. Vous voyez, par exemple, ça, c'est de la dentelle. Enfin, c'est vraiment un terrain extrêmement vaste. De l'incision qu'on peut aller, du traitement à la main, du traitement à la machine, de l'infinie variété des couleurs que l'on peut avoir. Là, vous voyez, c'est siliconé, par exemple. Là, on est sur un travail de métal, d'effet métal. Là, on est sur une exagération, agglomération de choses. Donc là, vous voyez le détail dont je vous montrais tout à l'heure. Évidemment, le travail de broderie, qui est un travail séculaire aussi, qui n'a rien de nouveau, peut être complètement renouvelé par la dentelle. Donc cette ultra-contemporanéité, c'est ça. C'est de se dire que, vous savez, cette expression quand on parle d'innovation et de tradition, qui est complètement usée à la corde, mais cette expression, elle prend tout son sens quand on parle de la dentelle. Il n'y a pas de dentelle sans recherche et développement. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce que je trouve, c'est ce qui m'a vraiment bousculée quand j'ai préparé cette exposition. Je ne m'attendais pas à cette variété de formes et d'usages. Et en plus, je ne me suis concentrée que sur la robe. On peut imaginer en lingerie. Mais en tout cas, donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir entretenu de cette passion pendant plus d'1 heure et demie et d'avoir répondu avec passion avec toutes ces questions. Je voulais préciser pour ceux qui auraient éventuellement des questions auxquelles ils n'auraient pas pensé, qu'il est possible de les poser sur un mail que vous avez reçu dans votre réponse quand vous vous êtes réinscrit, bruxellesculture@brucity.be, et donc on aura l'occasion de vous répondre individuellement. Vous signalez aussi que cette conférence, pour la première fois, soit visible sur le Facebook du Musée Modé Dentelle à partir de lundi. Et ça, c'est une grande nouveauté. Donc, merci le confinement et la révolution technologique qui va avec. Généralement, on pouvait avoir le son, mais on n'avait pas l'image. Cette fois-ci, on aura le son et l'image. Très intéressant aussi, je trouve, c'est le fait qu'on ait pu répondre à beaucoup de vos questions. Elles étaient nombreuses, on n'était pas limité dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment très agréable aussi. Et signaler que le musée, bien sûr, est fermé pour l'instant, que l'exposition en cours sur Karine Gilson, malheureusement, n'est plus visible, mais vous en avez évidemment des traces visuelles sur le site du musée, sur le Facebook du musée, il y a un catalogue aussi. Mais le musée réouvre ses portes le 27 août avec une exposition sur l'homme. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a très peu d'expositions qui sont consacrées aux hommes, et il y a plein de choses à raconter, surtout que la mode masculine pour l'instant elle change et elle évolue vraiment bien, c'est elle qui fait bouger les choses. Et il y aura aussi une nouvelle salle qui va être inaugurée, qui est appelée la Fashion Room, où vous pourrez découvrir les nouvelles acquisitions du musée. Voilà, le musée, il n'est pas grand, mais il y a plein de trésors à voir. Et je rappelle évidemment pour ceux qui sont intéressés par la dentelle qu'il y a une très belle salle permanente qui explique la dentelle de Bruxelles, ses caractéristiques, ce qui en a fait son charme et sa puissance à l'époque où elle était fabriquée dans les Flandres, parce qu'elle s'appelait dentelle de Bruxelles, mais était fabriquée dans les Flandres. Un tout grand merci en tout cas, Sylvie, pour tout ce partage. Et puis je vous laisse le mot de la fin. Ah, zut, préparé. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à cette invitation qui n'était pas si facile techniquement. On a réussi, on est content. Si vous voulez revoir plus longuement les vidéos, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Ça fait un peu youtubeuse, mais pas. Vous pouvez cliquer sur la cloche, là, je sais pas quoi. Il n'y a pas beaucoup de notifications. Je suis pas très productive. Et puis l'exposition The Heart of Lace devrait normalement réouvrir en juin. Et puis après, on verra si un musée est intéressé pour un 3e opus et un 4e opus. Je suis partante pour continuer sur cette contemporanéité-là. Prenez soin de vous, surtout. Je crois que c'est la philosophie du moment.
recentrez-vous et restez ouverts. Et voilà. Et c'est l'occasion de se cultiver parce que avec tout ce qui est accès en accès libre Ouais, pour l'instant, il y vraiment. a vraiment moyen d'apprendre plein Une de choses. chance, une chance incroyable. Et réécouter les leçons de mode. Il y en a 20 à écouter, parce que celle-ci, c'était la 21e. Ouais. Donc, je vous invite. Moi, je les ai quasiment toutes faites, toutes celles qui étaient en podcast. Donc, Bien. voilà. Bien, merci à tous les spectateurs qui nous suivent encore. Vous êtes encore 80 à cette heure-ci. On vous souhaite une très bonne soirée, plein de belles choses, une bonne nuit et on vous retrouve, on l'espère, pour une prochaine leçon de mode en vrai dans la salle de l'hôtel de ville. Mais je pense que cette expérience de faire la leçon de mode en live nous a vraiment apporté beaucoup de choses et qu'on continuera aussi sous ce format-là. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.